Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MJP Studio, le podcast. C'est Maxime Patton, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode qui suit de peu finalement l'épisode précédent. Il y a des périodes comme ça où je suis plus inspiré, plus créatif, il y a des sujets, il y a des sujets qui me parlent en particulier. Des fois peut-être je vais rien poster pendant 3 mois, puis d'autres où les semaines s'enchaînent et j'ai envie de vous parler de sujets qui me touchent, soit qui me sont venus en tête. Je me suis dit tiens, ce serait important d'en parler, d'en discuter, etc. Donc voilà, je vous garantis pas une extraordinaire régularité parce que je sais pas trop mon fort d'être hyper régulier, mais par contre quand j'ai un thème en particulier que j'ai envie d'aborder, j'aime bien le faire tout de suite, encore une fois pour faire un petit pop-up à l'astro. Étant bélier, j'aime bien faire les choses tout de suite quand elles me viennent en tête. Donc, cette semaine, j'avais envie de parler d'un sujet qui est un petit peu à la mode, mais qui est néanmoins important. C'est tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale et notamment de la surcharge mentale. Pourquoi j'avais envie de faire ce podcast aujourd'hui ? Parce que vous savez que je me tiens informé et formé régulièrement sur les domaines notamment des neurosciences, etc. Et c'est vrai que je lisais l'autre jour un article d'un neuroscientifique des universités de Genève. Je pourrais vous mettre le lien de cet article si jamais. Je sais pas trop comment, parce que je sais pas comment on fait sur les plateformes de podcast, mais au pire ça se retrouve si ça vous intéresse. Donc un article d'un neuroscientifique des universités de Genève qui expliquait qu'en réalité notre cerveau est conçu pour avoir un certain quota de prise de décision. C'est quand même assez important finalement ce que je viens de dire. Notre cerveau est conçu pour avoir, entre guillemets, en grosso modo, une quantité maximum de décisions à prendre par jour. Et que dès que vous avez atteint ce quota-là, il est en surcharge cognitive. Donc vous êtes en surcharge mentale. Et ça va d'une décision limite dont votre vie dépend aux décisions à la con. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, machin. Ah putain, il faut que je pense à faire tourner une machine, machin. Puis j'ai des courses à faire et puis truc. Mais il faut que je pense à répondre à ce mail, à machin, parce que je devais le faire hier, je l'ai pas fait finalement. Du coup, il faut que je le fasse aujourd'hui. Ah et puis machin, il faut que je pense à faire ci, à faire ça. Et puis il faut que je pense à appeler le comptable pour tel machin. N'importe quel prise de décision que vous avez dans la journée dépend d'un quota que notre cerveau est capable d'assurer quotidiennement ou pas. Et si vous dépassez ce quota, vous êtes par définition en surcharge cognitive, c'est-à-dire que votre cerveau est surchargé par trop d'activité cérébrale, trop d'activité cognitive. Et c'est ce qui fait souvent que les gens se retrouvent le soir, peut-être vous allez vous retrouver là-dedans, moi ça m'arrive assez régulièrement, vous êtes absolument lessivé, mais vous êtes lessivé mentalement. Ce qui n'est pas la même chose que d'être lessivé physiquement. Quand on a un travail par exemple qui est très physique, ou quand vous avez fait du sport, quand vous vous êtes dépensé, quand vous vous êtes activé, etc., on peut être lessivé physiquement. Ce qui est plutôt une fatigue agréable d'ailleurs, je trouve. Je trouve que la fatigue physique est bien plus agréable que la fatigue mentale. La fatigue mentale, par exemple, j'ai bossé toute la journée sur un ordi et du coup je sens que c'est le brouillard mental dans ma tête, j'arrive plus à prendre une décision, etc. D'ailleurs souvent on le dit, moi en tout cas je le dis assez souvent comme ça, j'arrive plus à réfléchir. Il arrive un moment de la journée où je n'arrive plus à réfléchir. À vérifier aussi dans ces moments-là, parce que comme le corps humain est une machine où tout est absolument lié, à voir dans ces moments-là, est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous avez faim ? Est-ce que vous avez soif ? Ça fait partie quand même des fonctions primaires du corps humain qui peuvent également avoir un impact sur notre capacité de réflexion, sur nos pensées, etc. Donc des fois, c'est pas forcément qu'on est encore en surcharge cognitive, mais le fait d'avoir faim, le fait d'avoir soif, le fait d'être fatigué, l'activité du corps, le métabolisme, etc., l'organisme de manière générale, va d'abord mettre de l'énergie vers les fonctions primaires pour vous maintenir en vie.
Donc forcément, tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, des cogitations, etc., c'est pas la priorité pour lui. Le but est d'envoyer le peu d'énergie qui reste vers les fonctions primaires, les fonctions vitales, et éventuellement, s'il vous reste un peu d'énergie, après il l'envoie vers le système cérébral cognitif avec les pensées, les réflexions, etc., etc., etc. Mais j'avais envie d'aborder ça parce que finalement, ça me permet de faire un petit up à l'hypnose. C'est-à-dire que si vous finissez votre journée, par exemple, avec une surcharge cognitive, vous avez trop pris de décisions dans la journée. Souvent, c'est vrai qu'on dit que les femmes ont une charge mentale supérieure à celle des hommes. C'est quelque chose, c'est pas féministe de dire ça, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été vérifié neuroscientifiquement parlant. Effectivement, la majorité des femmes, en tout cas pas toutes évidemment, mais la majorité des femmes sont soumises à plus de prise de décision et ont un cerveau qui turbine aussi plus que celui des hommes. Et du coup, par définition, elles ont cette sensation de charge mentale qui est plus présente que pour les hommes. Après, on pourrait rentrer dans des débats de est-ce que les femmes savent déléguer aussi. Ça, c'est un autre sujet. Je n'ai pas du tout envie de rentrer là-dedans dans ce podcast-là, mais c'est un vrai sujet aussi. Moi, j'en parle beaucoup avec les femmes qui m'entourent. On se rend bien compte aussi que pour une femme qui a déjà beaucoup de charge mentale, c'est compliqué de déléguer et de lâcher prise, de lâcher la main, que ce soit à son mari ou peu importe. C'est pas forcément le compagnon ou le conjoint qui est visé, mais voilà, il y a un truc où du coup la charge mentale s'entretient aussi un peu d'elle-même par moment. Bon, voilà, je vais pas creuser le sujet là-dessus parce que ce serait trop long, ça ferait un podcast d'1 heure. Mais en tout cas, oui, c'est pour revenir au sujet de départ, effectivement, on s'est quand même rendu compte que les femmes avaient une surcharge mentale plus forte que les hommes. Mais du coup, la question, c'est comment on fait pour réguler ça ? C'est-à-dire que vous vous retrouvez, par exemple, en fin de journée, vous êtes absolument lessivé mentalement. Quels moyens on a pour réguler et apaiser ce mental, cette sensation de brouillard mental ? L'hypnose peut apporter une réponse à ça. L'hypnose, la méditation, etc., etc. Mais, et encore, neuroscientifiquement parlant, on s'est rendu compte que l'hypnose et la méditation ne fonctionnaient pas de la même manière, alors que ça a la même base, mais on s'est rendu compte sous IRMF, donc imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, on s'est rendu compte que c'est pas les mêmes aires du cerveau et les mêmes zones du cerveau qui étaient en fonctionnement si on est sous état d'hypnose ou si on est en méditation. Mais c'est vrai que l'hypnose permet d'apaiser cette charge mentale parce que par définition, elle permet d'apaiser ce qu'on appelle le néocortex. Donc c'est la partie supérieure de notre cerveau, c'est la partie la plus récente de notre cerveau, c'est elle qui régit tout ce qui est de l'ordre de la réflexion, de la logique, du raisonnement, c'est elle qui régit nos pensées, c'est elle qui permet de régir une partie du langage. Voilà, c'est la partie, on va dire, très pragmatique et logique de notre cerveau. Et puis, juste en dessous, à l'intérieur du cerveau, il y a le cerveau limbique, qui lui est plus le centre, le siège des émotions. Donc déjà, on s'enfonce un peu dans le subconscient, c'est-à-dire que vraiment la conscience, les pensées, ce qui vous permet de parler, de réfléchir, de raisonner, etc., c'est vraiment le néocortex qui est la partie supérieure. Et puis si on s'enfonce vers le cerveau limbique, on est plus sur des schémas plus subconscients, voire inconscients. Et ensuite, plus profondément dans le cerveau encore, il y a le cerveau reptilien, qui lui est la partie la plus ancienne de notre cerveau et qui est vraiment lié à des schémas inconscients. C'est l'inconscient pur, le cerveau reptilien. Et donc c'est pour ça que j'aime bien cette image de dire plus on s'enfonce dans le cerveau et plus on va vers l'inconscient. Et on s'est rendu compte que finalement, des pratiques comme l'hypnose permettaient d'apaiser l'activité dans le néocortex pour la diriger plus vers le cerveau limbique, voire reptilien. Si on se met dans un état de transe hypnotique très profonde ou dans une méditation très profonde,
on rentre de plus en plus profondément dans l'inconscient, et du coup ça permet aussi de soulager cette surcharge cognitive là. Après il y a des nuances entre méditation, hypnose, là où la méditation peut être considérée comme un état d'hyperconscience, de conscience augmentée un peu. D'ailleurs on le voit même au niveau des ondes cérébrales qu'émet notre cerveau. Avec la méditation on peut quasiment passer en ondes gamma, c'est-à-dire que pour classifier le truc, voilà, il y a les ondes bêta qui est votre état d'éveil relativement classique, normal, au cours de la journée, ce qui vous permet là de réfléchir, de m'écouter, etc., etc. En dessous, il y a les ondes, donc bêta, il y a les ondes alpha en dessous, qui est un état de détente et de relaxation moyenne. Voilà, quand vous lisez un livre, quand vous faites de la musique, quand vous commencez à vous détendre, par exemple, tranquillement avant de vous endormir, etc., etc. Quand vous faites de la cuisine, par exemple, voilà, c'est un état de détente créative, on va dire. Et puis ensuite, il y a les ondes alpha, et sous les ondes alpha, il y a les ondes θ. Et là, on est vraiment dans un état inconscient prédominant. Les ondes θ, c'est vraiment, c'est l'état d'hypnose profonde, c'est la méditation profonde, c'est vraiment cet état de détente, de relaxation très très profonde. Et après, même en dessous, il y a les ondes delta, où là, pour le coup, voilà, c'est le sommeil profond, les ondes delta. Mais au-dessus des ondes bêta, qui est donc l'état d'éveil normal, quotidien, il y a les ondes gamma, qui est donc une espèce d'état d'hyper-conscience, de conscience augmentée. Et ça, on peut atteindre ça en méditation, où là, on a une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vivre ça, mais une espèce de sensation d'unicité avec tout ce qui nous entoure, tout l'environnement qu'il y a autour de nous, qui est assez fabuleux. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, neuroscientifiquement parlant, que, par exemple, en état d'hypnose, il y a une inhibition du cervelet, c'est-à-dire que d'un seul coup, l'activité ne se situe plus au niveau du cervelet, mais se situe ailleurs. Voilà. Donc, mais c'est après, on rentre dans des trucs un peu techniques. Déjà là, les détails que je vous donne, c'est déjà assez compliqué à expliquer à l'audio. C'est plus facile en vidéo, mais c'est pour vous donner un peu les grandes lignes quand même. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui en parlent. C'est peut-être plus facile, notamment pour ceux qui sont visuels et moins auditifs. Ce sera peut-être plus simple à comprendre pour vous. Mais en tout cas, l'idée générale de ça, c'est quand même de comprendre que même une méditation ou une hypnose de 10-15 minutes, il n'y a pas besoin d'en faire 1 heure. Au plus vous le ferez, au plus vous aurez la capacité de descendre profondément, parce qu'encore une fois, ça c'est une phrase de Dave Hellman que j'aime bien, l'hypnose est un apprentissage. Et la méditation, c'est le même concept, c'est-à-dire qu'au plus vous le ferez, au plus vous allez éduquer votre cerveau à la pratique en elle-même, et donc à être en confiance, et donc à pouvoir descendre plus profondément à chaque fois. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pratique qui est bonne à faire quotidiennement. L'hypnose, la méditation, etc., etc. Et plus vous allez le faire, plus ce sera facile de calmer l'activité qu'il y a donc dans ce néocortex qui gère justement toute la réflexion, la logique, les prises de décision, etc., etc. Et plus vous arriverez à retrouver un état serein, calme, apaisé, et un mental, ce brouillard mental qui s'apaisera et qui se dissipera, pardon. Voilà, un podcast finalement assez court, mais j'avais envie de vous faire un petit sujet là-dessus. Je trouvais que c'était pas mal de pouvoir mettre en lien cet article que j'ai lu donc sur la surcharge cognitive et l'hypnose, où clairement les neurosciences ont permis de définir que voilà, encore une fois, l'activité quand on est en état d'hypnose ou en méditation n'est pas la même par définition. C'est par définition déjà un état de relaxation et de détente, mais donc ça permet vraiment d'apaiser cette surcharge cognitive, parce que l'activité cérébrale se déplace du néocortex vers des cerveaux plus profonds comme le cerveau limbique, voire le cerveau reptilien. Je ferai d'ailleurs dans quelques temps un atelier, un programme. Alors je pense que je les ferai en physique, je les ferai sur Internet, sur le système d'activation réticulaire qui se situe justement dans le cerveau reptilien. Et j'en ai déjà un petit peu parlé pour ceux qui me suivent sur les réseaux. C'est une zone du cerveau que je trouve absolument captivante, parce que c'est vraiment, en fait, on va activer réellement le pouvoir de l'inconscient.
pour qu'il se focalise sur l'objet d'un désir. Que ce soit quelque chose de physique, que ce soit une situation qu'on désire, quel que soit l'objet du désir quel que soit l'objet d'un désir qu'on souhaite, qu'on désire par définition, c'est le système d'activation réticulaire qui permet de connecter en fait cette partie de notre cerveau inconscient pour l'attirer plus facilement. Ça rejoint un peu les théories de la loi de l'attraction, de la manifestation, etc., etc. Mais d'un point de vue un petit peu plus... ça permet de le comprendre aussi neuroscientifiquement parlant. Donc c'est pas inintéressant, je ferai un programme, un atelier là-dessus, parce que vraiment c'est absolument captivant. Vous savez, c'est souvent l'exemple que je donne. Le système d'activation réticulaire, par définition, il est activé, par exemple, quand vous décidez d'acheter une bagnole. Vous avez choisi le modèle, la marque, la couleur, etc., mais vous n'avez pas forcément encore la voiture. Et ben dans la rue, vous allez croiser plein de voitures de la même marque, du même modèle, de la même couleur, etc., etc. Tu te dis, attends, c'est un truc de fou, depuis qu'on a choisi d'acheter cette bagnole, on en voit partout. Et en fait, il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que ton cerveau inconscient est plus connecté à l'objet du désir, qui est la nouvelle voiture. Et bien ça, c'est le système d'activation réticulaire. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais sous hypnose ou sous méditation, on peut complètement activer ce système. J'allais dire contrôler, mais non. Le système d'activation réticulaire, il est trop inconscient, justement. Il faut qu'on puisse le contrôler. Par contre, on peut l'activer. Et ça a plein de bienfaits. Il y a plein d'études qui ont été menées là-dessus. Il y a plein de bienfaits, justement, sur la qualité de vie, sur la sensation de réalisation personnelle, sociale, même sur le sommeil. Il y a des études qui ont démontré que l'activation du système d'activation réticulaire pouvait avoir des bienfaits phénoménaux sur la qualité du sommeil, etc. On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, voilà, un court podcast, mais j'avais envie de traiter ce sujet rapidement. En tout cas, un grand merci à vous qui m'écoutez. Un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent sur les réseaux. Encore une fois, vous pouvez venir me rendre visite, ça me fera plaisir d'échanger avec moi si vous en ressentez l'envie, le besoin. Encore une fois, je suis dispo partout, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, partout. Je crois que je suis dispo à peu près partout. Donc n'hésitez pas, ça me fera très très plaisir. N'hésitez pas à noter ce podcast aussi. Selon la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, n'hésitez pas à mettre une petite note, des petites étoiles, n'est-ce pas ? Ça permet de mieux le référencer. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, comme ça permet qu'il remonte un peu dans l'algorithme. Et si vous l'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait que vous qui subissiez ça. Donc n'hésitez pas, dans tous les cas, à mettre 5 étoiles, ça me fera plaisir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.